École de santé publique avec l'Institut Pasteur. Et l'évidence mondiale, elle est très simple. Le glyphosate n'est aucunement dangereux pour les agriculteurs qui s'en servent. Et bien entendu, encore moins pour les consommateurs. Alors, cette histoire est très, très étonnante. Mais derrière, il y a, vous savez, la décroissance, la critique implicite du mouvement écologique des grandes entreprises, et notamment de Monsanto, qui a disparu, comme vous le savez, pour fusionner avec Bayer. Oui. Mais ce produit est un produit absolument merveilleux, beaucoup moins dangereux que l'eau de Javel ou que le gros sel, qui sert... parce qu'avant, nous sommes l'un et l'autre d'un âge suffisant pour nous rappeler qu'on sarclait. Et que donc nous avions des ouvriers agricoles, alors autrefois bretons, puis plutôt nord-africains ensuite qui sont venus, ou portugais qui sont venus sarcler, et qui avaient des problèmes de dos dès l'âge de 40 ans, et donc des conséquences tout à fait regrettables. Alors on utilise ce produit qui est un produit formidable, qui a beaucoup de vertus écologiques. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière et quelle est la controverse? La controverse est assez simple. Oui, parce que, pardon, je suis étonné, très intéressant vos propos, mais quand même ça fait bondir, parce qu'on dit il faut l'interdire absolument, et la France perd du temps, c'est pas possible, pourquoi on l'a pas fait tout de suite? Ah, c'est encore l'Europe, enfin on n'entend que ça. Alors, si on l'interdit, on l'interdira peut-être en France, j'y reviendrai après, mais oui. Voilà. Donc, il y a une organisation qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'appelle le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, oui, qui est à Lyon. Et qui a étudié 1000 produits, substances, ondes pour déclarer s'ils étaient ou non potentiellement cancérigènes. Alors c'est comme ça qu'on a déclaré que la viande rouge était cancérigène avérée, que bien entendu la charcuterie l'était aussi. Et dans les 1000 substances ou produits qu'ils ont testés, il n'y en a que 1 sur 1000 dont ils ont déclaré qu'ils n'étaient probablement pas cancérigènes. 1 sur 1000. Tous les autres l'étaient potentiellement. Alors, si vous voulez, les tests sont faits sur des souris à des doses qui sont des doses très très élevées. Et dans les études qui ont été faites sur la cancérogénéicité potentielle, je dirais, oui, la cancérogénéicité d'attraper le cancer, il faut des doses absolument phénoménales qu'on n'a jamais dans la vraie vie. Alors, il y a 11 agences mondiales, donc le CIRC étant une, dont l'Organisation mondiale de la santé elle-même, donc la maison mère, oui, et la FAO, qui sont tous les deux des organisations onusiennes, qui disent que ce produit n'est pas dangereux. Ah bon, toutes les autres disent que c'est pas dangereux. Alors, c'est la confusion, si vous voulez, entre danger et risque. C'est-à-dire que si vous avez un couteau chez vous, vous courez un danger parce que vous pouvez vous faire assassiner. Mais est-ce que vous courez un risque? En général, pas, parce que votre conjoint, pour éviter qu'il utilise le couteau, voilà, est assez faible. Sauf qu'il a des intentions mauvaises. Mais enfin, voilà. Oui. Alors donc, est-ce que le glyphosate est dangereux à des doses qui ne sont jamais des doses, j'allais dire, humaines? Le glyphosate n'est mortel que si vous en avalez 1 kilo. Or, à mon avis, si vous avalez 50 grammes de Javel, vous êtes mort. donc, vous voyez que donc il y a cette déviation très étonnante et qui perturbe complètement le monde agricole parce qu'ils savent bien qu'il n'y a pas d'alternative et que ces bêtises conduisent à sortir de France beaucoup de production. Alors, je crois que nos éditeurs sont intéressés par 2 ou 3 chiffres assez simples. Oui, allez-y, parce que vous voudrez comprendre un peu l'enjeu. Alors, bon, il y a en France... en 2000, donc il n'y a pas longtemps, on importait simplement 6% des poulets qu'on consomme. Des poulets. Des poulets. Ouais. Aujourd'hui, on en importe 40%. Parce que les normes en matière... 18 ans. En 18 ans, donc ils viennent de Pologne. Bon, voilà. Il y a des produits qu'on ne peut plus vraiment faire en France. Donc, si vous faites des courses et le marché, nous achetons des haricots verts du Kenya, parce que faire des haricots verts en France devient très très difficile, parce qu'on a limité énormément le nombre de pesticides qu'on pouvait utiliser. Qui, c'est l'Europe, ça? Oui, non. La France, on en rajoute une couche en général. Ouais. Et donc, si vous voulez, ce qui est très surprenant, donc on a un talent merveilleux pour se tirer des balles dans le pied. Alors, ça a été le cas avec le bisphénol. Vous savez que le Parlement a voté une loi scientifique, ce qui est une bêtise. Donc le Parlement n'a pas de compétence scientifique. Il a une compétence politique, mais pas une compétence scientifique. Contrairement à ce que recommandait l'Académie de médecine. Donc le bisphénol, 2 milliards de productions industrielles sont parties d'un pays très pollué qui est la Suisse.
Je blague, hein. La Suisse n'est pas un pays très pollué. Moins que la France, en tout cas. Moins que la France. Rappelez ce qu'était le bisphénol. C'est un plastique qui est à l'intérieur des boîtes de conserve et qui empêche qu'on ait du botulisme, notamment. Ouais. Et donc, nous avons tout perdu dans cette affaire. Donc, on a perdu 2 milliards de production industrielle. Et les autres pays nous disent, écoutez, vous les Français, c'est bien si vous ne voulez pas en fabriquer, mais vous ne pouvez pas nous empêcher d'en exporter chez vous. Donc, nous achetons des produits avec du bisphénol. Donc, vous voyez toute cette réglementation complètement folle, au nom de problèmes de santé qui n'existent pas, conduit à vraiment l'incompréhension du monde agricole, incompréhension dont je pourrais dire 2 mots après. Alors, justement, restons là-dessus, mais il y a quand même un espèce de, j'allais dire un abîme, enfin plus que ça encore, entre ce qu'on entend du matin au soir sur le glyphosate, pour revenir à cela, et ce que vous nous dites, c'est-à-dire pourquoi c'est devenu, mais 2 choses d'abord. Cette Académie de Lyon est la seule, vous dites, l'Institut de Lyon, le cirque a dit que c'était potentiellement cancérigène, mais encore une fois, des doses très, 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 très élevées. Et qui sont des doses où pratiquement tout a un effet génotoxique. Donc vous dites c'est un faux problème, on a créé un faux problème. Là. Ah oui, un faux problème grave, parce que encore une fois, ça change les façons culturales, ça augmente très fortement le coût, et ça va conduire... alors c'est pareil pour les OGM. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce que les Français pensent, par exemple, les Marocains n'achètent pas de maïs non OGM, parce qu'il y a beaucoup plus de toxines naturelles dans le maïs non OGM que dans le maïs OGM. C'est vrai que vous allez jusqu'à dire que les OGM, c'est un moindre mal. Ah, mais c'est pas un moindre mal, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Non, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs la seule avenir ou l'alternative aux pesticides. Ouais. Donc, c'est cette espèce nous sortons nous-mêmes des industries du XXe siècle. Nous ne sommes pas vraiment rentrés dans les big data. On a parlé hier du numérique, c'est encore autre chose. Efficience totale. Et nous sortons là tout seuls, parce que nous étions, nous les Français et les Belges, les premiers à avoir inventé le premier OGM végétal. Et alors maintenant, les entreprises françaises ont une coopérative qui s'appelle Limagrin, fait ses expériences aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et alors, parce qu'elle ne peut plus le faire en France. Par exemple, les auditeurs seront surpris de savoir qu'un certain nombre de produits sanguins sont fabriqués par des chèvres transgéniques françaises. Donc, des produits. Donc l'agence française, l'AFB, donc 100% d'État, a inventé, si j'ose dire, des chèvres transgéniques qui fabriquent donc une thrombine, voilà. Mais comme ils ont peur qu'après les faucheurs volontaires, il y ait des bouchers volontaires, donc qui viennent au nom de la pureté, les assassiner, les pauvres chéris. Donc elles produisent tranquillement leur lait transgénique à côté de Boston. Mais alors, Jean de Kervesdoué, on en a parlé, vous en parlez beaucoup, et on va revenir d'ailleurs une prochaine fois sur votre livre sur la coûteuse inégalité des soins, mais je voudrais revenir là-dessus. Qu'est-ce qui fait, quel esprit préside au fait de se dire, dès qu'il y a soit OGM, soit glyphosate, voilà, il y a des poisons, et on ne parle que de ça. Encore une fois, Nicolas Hulot, je veux dire, ça fait 6 mois, 1 an, que c'est devenu le sujet principal par rapport à ce qu'il faudrait. C'est quoi? Qu'est-ce qui préside derrière? Il y a à mon avis plusieurs choses. Et bien entendu, j'essaye de me répondre pour moi-même à cette question. Alors, il y en a une, encore une fois, qui est que dans l'idéologie de l'écologie politique, qui est une idéologie gauchiste, il y a, on refuse tous les bienfaits des grandes entreprises, et notamment de Monsanto, donc c'est le diable. Et vous remarquez que certains de vos confrères que je ne nommerai pas ne représentent en fait jamais le débat scientifique. C'est-à-dire les termes que j'ai utilisés simplement et qui pourraient être exposés. On dit simplement qu'un tel a des conflits d'intérêts. Moi, j'ai jamais travaillé pour Monsanto ou pour eux, donc, mais j'en ai pas. Mais on vous parle uniquement de conflits d'intérêts, on ne vous parle jamais du fond. Alors, l'autre problème, il est beaucoup plus profond et plus simple. Nous avons dans ce studio des femmes jeunes et un homme jeune. La différence entre eux et nous, qui sommes moins jeunes, c'est que quand nous sommes nés, 40% de la population française active était agricole. Que nos parents avaient eu faim pendant la guerre et que nous connaissions les agriculteurs. Nous ne les aimions pas toujours, mais nous les respections. Bon.
Aujourd'hui, c'est seulement 3% de la population active. Et aujourd'hui, de 40%, 3%. Et aujourd'hui, à Paris, 25% des gens qui vivent à Paris ne préparent plus jamais de repas. 25%. Or, comme nous sommes des omnivores et que nous nous méfions de ce que nous mangeons, nous n'avons plus de rites et de rythme alimentaire. Donc, quand nous sommes nés, on avait des rites, souvent religieux, et des rythmes alimentaires. Donc, on mangeait avec ses parents, on n'avait pas trop le droit de commenter, on mangeait du poisson le vendredi, enfin pour moi. Bref. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Quand vous vous promenez dans le centre de Paris, vous voyez qu'entre, en gros, midi et minuit, il y a toujours des gens à table, des gens qui mangent. Bon, bref. Donc, ça, c'est le rythme de vie qui a changé. Et alors, comme nous sommes des omnivores, on se méfie de ce qu'on mange. Et donc, on projette nos craintes d'omnivores sur les agriculteurs dont on ignore tout, en fait. Et donc, on minifie. Alors, si vous voulez, le paradoxe, il y a une étude anglaise qui vient de sortir qui est fascinante. C'est qu'on a montré à des jeunes Britanniques qui avaient 10 ans 20 plantes et animaux du Royaume-Uni, donc comme la pie, enfin bon, bref, des choses pas très exotiques. Plantes et animaux, voilà. Et on leur a montré des cartes de Pokémon. Eh bien, alors qu'il y a 20 ans, les jeunes de 10 ans connaissaient 80% des plantes et animaux du Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est moins de 20%. En revanche, ils connaissent 100%. Ils connaissent tous les Pokémon. Donc, alors, si vous voulez, on ignore la nature et on la mythifie. Et donc, c'est pour ça que la mode des véganes, parce que le jour où les enfants découvrent que pour manger de la viande, il faut tuer un animal, il y a beaucoup d'enfants qui sont scandalisés. Alors que pour nous, voilà, on achète des poulets vivants. C'était pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. Alors, ceci, effectivement, à votre avis, parce que allons plus, est-ce que c'est irréversible ou il peut y avoir une prise de conscience en disant, attendez, le balancier est allé peut-être très loin d'un côté et on peut peut-être, sans aller aux extrêmes de l'autre, peut-être le faire revenir à un certain équilibre. Alors malheureusement, je ne crois pas. Malheureusement, vous savez, je suis plutôt pessimiste et que ça ne se passera que le jour où on aura compris qu'on est les seuls, le jour où on aura compris que la seule alternative, par exemple, vous savez qu'on a découvert des nouvelles techniques de génie génétique et on n'est plus nécessairement capable de faire de la transgénèse. Donc il y a une Française et une Américaine. La Française vit à Berlin, qui ont découvert la technologie qui s'appelle CRISPR. Bon. Alors, le génome du blé est 2 fois plus compliqué que celui des êtres humains. Ah bon? Oui, il y en a 2 fois plus. Le génome, c'est-à-dire la cellule. Non, l'ADN, l'ensemble des gènes du blé. Bon. Ouais. Mais on a découvert que sur un tout petit gène, parce que le gène du blé, si vous mettiez... Les gènes, c'est simple, hein, c'est une série de bases qui commandent pour des protéines. Donc, si vous mettiez une base tous les millimètres, le gène du blé, c'est Paris-Melbourne. Donc, c'est 15 000 km. D'accord. Bon. Alors, vous prenez que 2 cm, c'est-à-dire 25 bases. Ouais. Vous en changez une, et le blé devient résistant au mildiou. Alors, si vous croyez que l'espèce humaine va se passer de ça, vous rigolez. Donc, si vous voulez... Et puis nourrir toute la planète aussi. Alors, donc, tout ça... j'ai un de mes amis qui m'a raconté une histoire que j'adore, qui apparemment n'a rien à voir, mais allez-y. C'est Toscanini, qui avait mauvais caractère, qui est reçu après un concert. Le plus grand violoniste de tous les temps. Après un concert, par une comtesse italienne qui vient l'accueillir à sa porte, qui le conduit à sa table et qui dit « Maestro, ce concert ce soir était formidable, mais vous savez, je n'aime pas Beethoven », dit-elle. Et Toscanini la regarde et dit « Madame, ça n'a aucune importance. » Alors, la position française sur ces sujets n'a aucune importance. C'est-à-dire, ça se passe sans nous. Si vous voulez, aujourd'hui, l'histoire du monde, c'est le conflit entre la Chine et les États-Unis. Oui. C'est pas une histoire qui est finie. Tout le monde le répète, effectivement. C'est pas une histoire qui est finie. C'est clair. Elle a notamment un terrain scientifique. On voit que l'intelligence artificielle, par exemple, et on voit que d'ailleurs, une des conséquences de ce que vient de faire Trump, c'est que les Chinois vont beaucoup, parce que vous savez, des entreprises chinoises n'ont pas pu acheter des microprocesseurs, donc ils vont investir dans les microprocesseurs. Mais les Chinois aujourd'hui sont très très en avance en agronomie. Je vous parle l'exemple de cette Chinoise qui a découvert cette affaire sur le blé. Sur le blé, oui. Et donc, tout ça va se passer sans nous. Et nous, ça se passera, ou ça n'arrivera que quand les gens comprendront les conséquences dramatiques de ce qu'ils font. Quand on leur dira que les haricots verts qu'ils achètent au Kenya, ils ont aussi des pesticides et probablement beaucoup plus qu'en France. Quand on leur dira que leurs gamins mangent du poulet polonais
qui a poussé en 30 jours et non pas en 85 jours, etc. Donc quand ils se rendront compte que le poison a augmenté dans leur assiette, c'est ça. Enfin, ou les traces, parce que moi, je ne crains pas d'acheter des haricots verts Kenyon. Non, nous non plus. En tout cas, Jean de Kervezoué, merci d'avoir remis certaines pendules à l'heure, et on rediscutera là-dessus encore et toujours. Merci.